Vendredi 5 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Italie 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est fraîchement de retour de vacances, ou il est toujours en vacances. Je sais pas, je me rappelle pas s'il y avait une Ma deuxième dernière semaine. journée. Ah, sa dernière journée. Eh bien, vous avez reconnu sa voix. Il est l'analyste descripteur des courses de la Formule 1 à la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote pour nos amis de la team FSR, François Goulet, qui prend une journée de ses vacances pour être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'entendre ta voix, mon cher François. Apparemment, Martin, merci de me réaccueillir après cette petite pause. Je veux remercier Jean-Christophe Trahan qui m'a remplacé à main levée la semaine dernière. Donc, étant donné que je suis un gars généreux dans la vie, j'aimerais lui rendre l'appareil. Et si jamais il a besoin d'un remplacement dans la série Radical Canada ou en 1600 ou en F2000, ça va me faire plaisir d'aller piloter pour lui si jamais il désire se faire remplacer. C'est un grand sacrifice de ta part. On voit. Oui, oui, ben, il faut donner de son temps et de son corps. Donc, merci JC. Puis, tu sais, comme je te dis, là, c'est quand tu veux. Ah, le message est envoyé. J'ai bien hâte de voir quand est-ce que Jean-Christophe va te donner sa place. Peut-être même dans un essai d'une Lamborghini ou, tu sais, des fois, il est avec des Ferrari Ah, oui, à oui. Tremblant ou Icar, toutes ces places-là. Donc, il y a Mhm. plusieurs possibilités là, où tu pourrais le remplacer. Ben, J'ai pas de l'invitation est... préférence, donc n'importe Non, lequel. c'est ça. L'invitation est lancée, c'est ça qui est important. Avant qu'on replonge dans la F1 pour ta part, je sais que tu t'es pas complètement sorti de là. On se sort jamais de la Formule 1, même quand on Non. est en vacances. On garde toujours un œil là-dessus. On a énormément de sujets d'actualité. Mais avant, il faut rappeler à nos auditeurs que la F1 Podcast est une présentation de Descoeurs Incorporé, une entreprise qui sont des leaders dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi dans la vente de matériel, si vous voulez en embellir une, en rendre une plus sécuritaire, ou tout simplement en réparer une, parce que ça arrive des fois quelqu'un qui déboule très fort là, avec un poids assez imposant, ben, il peut casser son escalier, ben, là, il faut la réparer dans ce temps-là. Ben, il faut faire affaire avec les experts de Descoeurs Incorporé de Laval à Tremblant. Ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Et l'été achève, c'est pas toujours le fun d'arriver vers là. L'automne est à nos portes, mais il faut quand même être sûr que tout soit prêt là, pour hiverniser. Donc, il faut faire affaire avec Mhm. des experts, les experts de Label Haie, que ce soit pour tailler les haies ou que ce soit pour couper les arbres, faire des travaux de démondage, toutes ces choses-là. Bien, ils ont des experts de plus de 20 ans d'expérience. Donc, Label Haie, c'est vers eux pour qu'il faut se tourner. Il faut aller sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez les trouver avec leur nouveau site Internet. C'est pareil pour des cœurs. Sur les réseaux sociaux, ils sont faciles à trouver. Vous allez même pouvoir voir certains de leurs accomplissements du passé, donc voir leur travail. C'est toujours le fun avant de donner un contrat à quelqu'un, de savoir ce qu'ils savent faire. Mhm. Euh, de notre côté, actualité, beaucoup de sujets. On va les passer un par un, comme on a Incroyable. on a l'habitude de le faire. T'es parti seulement une semaine. On a été pendant je sais pas combien de 3 semaines, un mois arrêté la F1. Finalement, on n'a pas eu grand-chose, mais là, il s'en passe beaucoup. On va commencer avec le premier sujet, ben, Cadillac, qui est constamment dans l'actualité. Bien sûr, on a terminé notre alignement en signant Valtteri Bottas puis Sergio Perez. On savait qu'il en restait un à venir, un pilote de réserve. Est-ce qu'on était pour se ranger du côté des États-Unis? Parce qu'à la base, cette écurie-là, lorsque Andretti avait commencé le projet, on parlait souvent d'avoir un pilote américain ou même un duo américain. Finalement, c'est pas ça qui Mhm. est arrivé. On a un Mexicain et un Finlandais, on est loin de là. Même si le Mexique est pas si loin que ça que les États-Unis, mais quand même, on n'a pas notre pilote américain. Pour celui qui est de réserve, on s'attendait qu'on lance notre dévolu sur justement quelqu'un qui vient de nos voisins du Sud, bien Colton Herta. C'est un nom qu'on a nommé souvent au Mhm. podcast. C'est un nom qui a été déjà mêlé ou lié à des rumeurs en F1. On se rappellera que Red Bull, peut-être il y a 2 ans, c'est en 2023, on avait voulu demander une dérogation à la FIA parce qu'il n'a pas sa super licence pour lui permettre de rejoindre la F1. Finalement, ça s'était pas passé. C'est un pilote que tu connais bien, toi, parce que tu suis Mhm. beaucoup la IndyCar. C'est un gars qui a gagné 9 Grands Prix. Est-ce Ouais. que je me trompe ou c'est quelqu'un qui est arrivé en grand, où ce qu'on s'attendait à beaucoup de lui, puis que ça a peut-être un peu stagné avec le temps, peut-être que le développement n'a pas été vraiment dans le sens qu'on attendait, ou je me trompe en disant ça?
Ben, Colton Herta, pour faire un portrait rapide, c'est le fils de Brian Herta, Oui, pilote de IndyCar, Champ Car là, à l'époque, dont son père était quand même quelqu'un de très reconnu. Lorsqu'il est arrivé, il était vice-champion de Indy Light derrière Pato Howard, qu'on aime bien, toi puis moi, hein. Donc, j'adore Pato. fait que Colton Herta, oui, il y avait quand même beaucoup d'engouement autour de ce pilote-là. Et oui, ses premières années ont été quand même assez fulgurantes en termes de vitesse en piste. Le souci avec Colton Herta, c'est que oui, on en a parlé pour certains baquets, hein. On sait que c'est fait devancer par Nick DeVries pour le baquet Racing Bulls, AlphaTauri, appelons-le comme on veut. Oui. Mais c'était un peu le. Au début, c'était l'engouement autour de lui, très rapide comme pilote, fait par contre quand même beaucoup d'erreurs. Mhm. Tu sais, on a vu sur la page du F1 podcast qu'il y a eu beaucoup de commentaires là, reliés à ça. Et je me rappelle de lui, tu sais, il a un talent incroyable, mais ça lui arrive de pouvoir faire des erreurs. Je me rappelle Nashville, là, c'était sa première ou deuxième année, il menait la course et il l'a envoyé dans le mur là, à la sortie du pont. Donc, c'est quelqu'un quand même qui n'a pas exactement la constance, exemple, d'un Alex Palou, mais il a tellement de vitesse pure et il a du potentiel incroyable. C'est juste que là, ça fait 7 ans en IndyCar qu'on voit son potentiel et il n'y a pas trop de constance par rapport à ses performances. Donc, je suis un peu surpris. Ben, surpris et non, mais je suis un peu surpris de voir son nom sortir maintenant parce que je croyais que c'était un peu la saveur d'hier et non pas la saveur d'aujourd'hui en ce qui a trait là, à la situation là, en présence. Mais même lui, de mémoire, dans les commentaires, avait dit qu'il n'était pas sûr si la fenêtre s'était pas refermée. On sait qu'Alex Palou a utilisé ces mots-là aussi. Mhm, J'ai comprends les gars indie parce que le nombre de fois que leur nom est dans le chapeau, mais finalement, c'est pas le nom qui est pigé quand c'est le temps, on commence peut-être aussi à perdre cette confiance-là, de dire il n'y a plus vraiment de porte ouverte. Ou, tu sais, on en avait déjà parlé ensemble, hein, mhm, puis ouais, avec les autres collaborateurs du podcast dans nos épisodes entre deux courses, comme quoi cette fameuse association-là, si on peut vraiment dire le mot, mais le partenariat Indy F1 n'existe pas. Tu sais, même les points ne sont pas reconnus à leur juste valeur pour les pas super sûr. licences. Tu sais, on avait mentionné même que la dernière la dernière transition, tu sais, moi j'avais nommé Sébastien Bourdet, puis finalement on Ouais, avait gratté un petit peu. Tu sais, je pense que Juan Pablo Montoya est celui qui a eu le plus de succès là, de traverser de la Indy à la Formule 1 dans les dernières années, là, ouais. dans la Après F1 Jacques, actuelle. mettons, là. Après Jacques, c'est ça exactement. Ouais. Fait que, tu sais, ça existe plus, là. Les ponts sont fermés. Là, de le voir réouvrir, ben, bien sûr, il faut saluer l'arrivée de Cadillac, General Motors, Mario Andretti derrière ça, son Mhm, fils Michael. On sait qu'il y a une association parce que Colton Herta est pour l'écurie Andretti, ouais. à moins que je me Tout trompe, à là. fait. Non, t'as raison. Il est encore là, puis là, on a déjà, il va être remplacé, justement, parce que il reste pas à Indy. Ça, c'est Non. le saut. Ça, c'est ce que je trouve intéressant, parce Ouais. que je pense pas que c'est tous les pilotes qui veulent, puis là, je le dis avec les parenthèses François Goulet que vous ne voyez pas, là, Les petits mais guillemets que je fais avec mes ouais, doigts. les guillemets qui veulent s'abaisser à aller en F2. Puis je pense pas que c'est s'abaisser, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, on regarde un Alex Palou, Mhm. triple champion, admettons, d'IndyCar, bientôt quadruple Quand champion. il l'est déjà, Il est déjà, c'est ben, fait c'est là. ça. Oui, oui. Quadruple champion officiellement. Puis là, finalement, tu lui dis, ah, ben toi, pour venir en Formule 1, il faudrait que tu passes quand même une transition par la F2. C'est pas tout le monde qui veut s'abaisser à faire ça. Colton Herta a déjà gagné 9 épreuves d'Indy, mais il va le faire. Lui, il va dire, ben là, moi, j'ai pas mes points de super licence, fait que je vais aller faire mes devoirs. Puis Cadillac, ben, dans l'esprit de vouloir accélérer ce processus-là, lui donner les points le plus vite, on dit, on va te trouver un volant en F2 l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment être dédié à ce sport-là, là. Il veut faire vraiment le parcours pour arriver en F1 et devenir un pilote. Il fait pas juste ça pour l'argent ou pour la notoriété, là. Tu vois qu'il veut vraiment s'investir dans cette nouvelle carrière-là. Ben, tout à fait. C'est que, tu sais, on parle rabaisser. C'est sûr qu'au point de vue d'un pilote, on va dire d'expérience et établi dans une série de points de niveau mondial, Mhm. aller en F2, c'est retourner dans une série, et je fais des guillemets, de développement. Oui. Parenthèse drôle, là, Nelson Piquet Jr. a déjà voulu retourner en F2 comme pour se redonner une chance de faire un peu la même chose, et on lui avait refusé l'accès là, parce que ça ne marchait pas du tout. Là. Mais ça me tentait de pointer ça. Oui, Donc, mais le dans nom le de cas Nelson Piquet t'es pas très ouais, proche. c'est ça, là, mais tu sais, il avait Nelson déjà Piquet roulé sa Junior. bosse et fait un Ouais. certain Crashgate. Donc, pour ce qui est de Colton Herta, ben, c'est sûr que on a parlé. IndyCar est une série
de niveau incroyable. Le talent des pilotes qu'il y a là-dedans, écoutez, là, pour ceux qui ne l'écoutent pas, là, vous devriez voir là, la feuille de route, les résumés des différents pilotes qu'on a en IndyCar. Là, je vais y revenir. Mais en termes de porte d'entrée dans la F1, c'est la F2 indéniablement. Et pour Colton Herta, eh bien, pour aller chercher des points de super licence plus rapidement et se donner une chance d'aller à l'écurie Cadillac parce que faut préciser à nos auditeurs qu'il n'y a rien de garanti Non. pour Colton Herta. Cadillac n'a pas dit tu vas faire 2 ans à F2 et tu vas avoir un siège. Ce qu'on veut, c'est voir un peu est-ce qu'il est capable de performer en F2. Et si oui, ben, il va pouvoir récolter assez de points de super licence pour pouvoir y parvenir. Si ça ne marche pas avec Perez et ou Bottas, qui ont chacun un contrat de 2 ans, eh bien, on va pouvoir enfin asseoir ce pilote américain qu'on voulait tant dans le baquet. Ça m'étonne un peu que ce soit Colton Herta au moment où on se parle. J'aurais peut-être pensé plus à un Kyle Kirkwood. Puis c'est pas une bonne nouvelle pour un certain Jack Crawford, Non. qui est déjà en train de faire ses preuves en F2. Donc, en gros, Colton Herta, c'est quelque chose de rationnel. Moi, j'ai hâte de voir justement, tu sais, parce qu'on a vu beaucoup de commentaires, là, encore une fois, sur la page de F1 Podcast, que, tu sais, on parle de série monotype IndyCar, est-ce qu'il va être prêt pour l'européen? Colton Herta, c'est un pilote quand même qui a de l'expérience. Il est Mhm. extrêmement rapide. Oui, il fait des erreurs, mais dites-vous qu'à chaque semaine, il est sur des circuits de ville où les murs de béton sont à 1 pouce de ta roue. Je pense qu'il va, s'il est capable de transférer sa vitesse pure qu'il est capable d'avoir dans peu importe la série qu'il a fait, parce qu'il a déjà également roulé en Europe, en F2, s'il peut transférer cette vitesse-là sur la F2, avec l'expérience qu'il a de rouler contre tous ces pilotes de niveau international, d'après moi, on risque d'avoir quelque chose d'assez spectaculaire. Là. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Je lui souhaite de pouvoir performer parce il va avoir 25 ans sous peu. Il aurait potentiellement 27 ans pour une entrée en F1 éventuelle. Donc, c'est vraiment un peu, comme on dit, c'est la dernière chance pour Colton Herta de peut-être vivre son rêve dans la F1. Et si ça ne fonctionne pas, je crois qu'il va toujours avoir quand même une place en IndyCar pour un retour d'un certain Colton Herta. Mais là, on n'est pas rendu là, on veut le voir aller en F2. Non, exactement. Puis il y a plein de bons côtés à aller en F2. Tu parlais Mhm. d'apprendre justement les circuits. Ben, la Ouais, F2 suit un calendrier qui est très semblable à celui de la Formule 1. Après mhm. ça, il y a aussi apprivoiser les gommes Pirelli. C'est pas ça C'est qu'on a vrai. en IndyCar. Donc ça Non, va non. l'aider aussi. Il perdra pas son temps dans la F2. Sauf que moi, je salue le fait qu'il a accepté d'y aller. C'est pas Ouais. tous les pilotes, je pense, qui voudraient faire, tu sais, comme je te dis, la formation, là, parce que c'est vraiment une série de développement. Donc, d'aller faire Mhm. son développement en bas, aller faire ses classes, je pense que c'est la bonne façon de le faire. Puis en plus, c'est pas comme si tu dis, oh, on va t'envoyer en F2, puis dans d'ici 2, 3 ans, je pense que le plan que tu as tracé est très, très juste. Là. Ça devrait être ça, l'emmener à 27 ans. Mais les pilotes qu'on a en place chez Cadillac, c'est deux gars de 35 ans. C'est pas comme si Ouais, on avait pris des jeunes. C'est pas comme si on avait t'as pris des raison. jeunes en fleur de l'âge, pour dire, ouais, ben là, quand est-ce qu'elle va s'ouvrir cette porte-là? Par le temps qu'Urta va être prêt, ben, les pilotes de Bottas et Perez vont peut-être avoir fait leur temps en F1 aussi. Là. Certains diront qu'ils l'ont probablement déjà fait. D'autres qui sont plus sceptiques de ce Je m'en côté-là. allais là. Mais en tout cas, ça reste à voir, mais quand même, c'est une belle nouvelle. Puis si ça peut rouvrir la porte avec l'Indy, puis peut-être rappeler à des gens, non seulement en F1, mais aussi de l'autre côté, que c'est accessible, on peut le faire. C'est sûr qu'il y a une période de transition, mais comme on dit, on le fait pas pour rien. Super licence, apprendre les pneus, apprendre les circuits. Tant qu'à être là, puis à faire des vidéos de TikTok pendant 1 an dans les paddocks, à envoyer la main puis signer des autographes, aussi bien d'aller faire ses classes puis de compétitionner en F2. Puis ça va y ouvrir la porte aussi à faire des essais libres lors de la saison prochaine, puis piloter une F1. Donc, un avancement dans sa carrière. Peut-être un petit pas en arrière, mais pour avancer plus loin et réaliser son rêve d'être un pilote de F1 un jour. Un autre dossier Mhm. qui retient l'attention, qui n'a pas fini, là, ça date de la semaine dernière. Tu n'as pas eu la chance de te prononcer là-dessus, mais j'ai l'impression que je sais déjà ce que tu penses parce que ça a été pas mal Mhm. unanime. La pénalité à Carlos Sainz. Là, on a demandé du côté de Williams un droit de regard là, pour réviser cette pénalité-là, qui était, pour ma part, ben, incohérente. C'est le bon mot, là, parce que de dire que donner une pénalité de 10 secondes, non plus pas 5, Ah, quand que c'était, selon moi, selon ma perception, Liam Lawson qui n'était pas en contrôle de sa voiture,
J'aurais donné un incident de course, mais si on me tord le bras et on dit non, Martin, il faut que tu tranches, il faut absolument que tu donnes une pénalité sur ce dossier-là, c'est du côté de Liam Lawson que j'aurais tranché et non du côté de Carlos Sainz. De ton côté, sûrement pas surpris qu'on va en révision du côté de Williams, mais la pénalité, comment as-tu trouvé ça? Bon, j'ai trouvé ça un peu dur là, Ouais. pour Carlos Sainz. Puis en plus, c'est que le règlement ne favorise pas un pilote qui veut dépasser par l'extérieur. Et ça, très personnellement, ça me pue au nez. J'aime pas ça que le règlement, si on l'interprète, on va dire à la lettre, là, ça enlève un petit peu de piquant, de mordant à la course. Donc, la pénalité, c'est sûr qu'on était, bon, peut-être une zone un peu plus dangereuse à la fin de DRS, là, si je ne me trompe pas. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont donné un 10. Déjà donné, on aurait pu, tu sais, un 5, ça aurait été réglo, mais même là, moi, j'aurais pas donné de pénalité. Clairement, il n'y avait pas de faute de la part de Carlos Sainz, là. Il a voulu tenir sa ligne à l'extérieur. Lawson a déporté un petit peu. Il y a eu un accrochage. Écoute, oui, je l'aurais mis comme incident de course. C'est juste que ça crée des précédents aussi, ces accidents-là, avec ces décisions-là. Puis j'aime vraiment pas la direction dans laquelle on s'en va là, avec ce type d'événement-là. J'aimerais ça qu'on puisse laisser les pilotes des fois leur donner de la latitude, là, justement, pour essayer des dépassements peut-être un peu plus culottés, tant qu'il y a du respect entre les deux, hein, parce que j'aime vraiment pas ça, le fait que quelqu'un peut pousser un autre pilote, exemple, vers l'extérieur. Là, c'était pas le cas nécessairement, là, c'était plus un accident, mais le cas échéant qu'un pilote puisse se faire tasser vers l'extérieur parce qu'il n'a pas, exemple, la position, entre guillemets, selon le livre des règlements. Ouais, les essieux égales ou les Ouais, rétroviseurs, au là. rétroviseur, tout Ouais, ça, c'est là. Tu ça. sais, il y a peu de respect, comme à l'époque du grand Gilles Villeneuve et René Arnoux, où les gars savaient qu'il était à gauche et il allait pas le pousser au risque lui-même de se créer un accident ou de Ouais. se sortir de la course, là. On se donne de l'espace, on course, puis, comme on dit en québécois, au plus fort la poche. Ben, moi, ce que je ferais, c'est que l'année prochaine, je mettrais les rétroviseurs à l'avant de la voiture sur la monoplace. Comme ça. Ouais. Tu dis, ah, mes rétroviseurs sont égaux aux tiens, j'ai le droit d'être là. Mais, en tout cas, c'est ça, ce côté-là. Je comprends qu'on essaie de simplifier la Ouais. situation parce que c'est pas évident lorsqu'on regarde ça. C'est ça. C'est un problème dans tous les sports, hein, autant la NFL, Ouais, ouais, le tout à fait. hockey. On essaie de simplifier les règlements pour rendre ça facile à regarder, facile à comprendre. Mais là, j'ai l'impression qu'on a fait tout le contraire parce qu'en donnant 10 secondes de pénalité, là, après ça, moi, je regarde le livre des règlements puis je dis, tu te dois d'arriver dans un secteur ou dans un virage en contrôle de ta voiture. Liam Lawson Mhm. n'était pas en contrôle de sa voiture. C'est pas de sa faute encore là. C'est pas parce qu'il a voulu le faire. C'est que, Non, il y non. a eu une perte d'aéro à cause de l'air sale de la voiture en avant. Perte Mhm. d'aéro, reçoit un survirage, donne un coup de volant, finalement, cogne dans la cintre. Si ça avait pas été de cintre, probablement que Lawson aurait perdu le contrôle de sa voiture ou aurait vraiment été déporté à l'extérieur. Finalement, cogne dans la cintre, ça replace sa voiture droite, puis là, il peut avancer, garder sa position. Puis là, on donne le tort à Carlos Sainz. Je comprends pourquoi Williams va en appel. J'ai hâte de voir le résultat de ça. C'est pas Ouais. évident des fois le droit de révision. On dirait que puis en plus des fois c'est repris par un autre groupe de commissaires. C'est pas les mêmes. Mais là, des fois on demande aux autres commissaires de reprendre le dossier, mais c'est eux qui ont tranché la semaine dernière. Donc pourquoi que là tout d'un coup une semaine après on déciderait de faire le contraire. Souvent ça donne rien. Mais ce que j'ai aimé c'est qu'on s'en est servi du côté de Williams pour pas que ça tombe dans l'oubli. Pour que Mhm. ça revienne dans l'actualité, on le fait jeudi à la journée médiatique. Donc encore là, c'était clairement dans ce sens-là. On a voulu en reparler, puis on a voulu aussi dire, c'est pas nécessairement le résultat qui nous intéresse, c'est que nous, chez Williams, encore la belle façon Ouais. de travailler de James Falls, chez nous, chez Williams, c'est important de savoir comment on va courir, comment on va courser. Mhm. Le terme français ne se prête pas, on n'aime pas ça quand on dit ça, mais quand même. A voulu dire, lui, on veut savoir comment qu'on doit compétitionner en F1, on veut Ouais. savoir c'est quoi les règles d'engagement, on veut les mettre claires. Donc, c'est pour ça qu'on va en appel, on veut se faire expliquer cette pénalité-là. Donc, on a bien fait. Autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, on va passer ça vite parce qu'il y a des gens qui sont pas Oh, il y en a en contents. masse. Il y a des gens qui s'attendaient, qui sont pas contents, mais on s'en attendait. Monaco, Ben, Monaco, là, ça va rester en F1 jusqu'en 2035 minimum. On a prolongé le contrat. On fait des améliorations. On l'a vu, là, on a ouvert la porte avec les arrêts obligatoires, 2 arrêts obligatoires cette année. On continue d'essayer de s'efforcer à trouver des solutions pour rendre le spectacle plus intéressant. Une chose est certaine, si on prend le positif, lorsqu'on regarde les qualifications à Monaco, c'est toujours intéressant année après année. Il faut juste travailler un peu le dimanche, mais de le voir jusqu'en 2035.
J'imagine, François, je vais pas te mettre des mots dans la bouche, mais t'es pas surpris de voir ça. Puis t'es probablement heureux parce que les classiques, toi, tu les aimes bien aussi. Oui, ben, tu sais, je fais partie quand même de ceux qui trouvent des fois le spectacle un peu, je suis un vrai somnifère, là. Oui. Sauf que, il y a quand même dans l'histoire des bons Grands Prix de Monaco. Monaco, c'est la tradition, c'est un classique. Écoutez, je dis écoutez, je parle à tous, là. Ouais. C'est là pour rester. Même si, bon, on essaie de trouver des façons, comme tu dis, de le rendre le spectacle plus attrayant. On va peut-être finir par l'avoir. N'empêche que, tu sais, c'est une tradition. Je pense que les pilotes également veulent que ça reste. Donc, écoute, oui, ça reste une course de qualif, mais sait-on jamais, tu sais, avec un peu de pluie, des fois, il y a eu des histoires d'arrêt au puits. Il y a Mhm. façon quand même d'avoir une bonne course à Monaco, mais je ne vois pas ce Grand Prix-là disparaître de sitôt. Peut-être un jour, dans 20 ans, on va être rendu ailleurs, puis moi, je vais être rendu encore plus vieux, puis je vais radoter. Sauf que le Grand Prix de, comme je fais déjà là, mais le Non, non. Grand Prix de Monaco, tu sais, c'est vraiment comme, c'est un porte-étendard de la Formule 1. Donc, moi, quand je vois qu'il a été renouvelé, je suis vraiment pas scotché. Je pense que, tu sais, il y en a qui vont chialer, certes, mais imagine-toi le tollé que ça ferait si le Grand Prix de Monaco était rayé de la carte. Ça serait pire, là. Ben, c'est parce que c'est une manche, la triple couronne. La F1, Ben, en plus, ouais, la F1 peut pas se priver. Tu regardes l'Indy, les Indy 500. Après ouais. ça, ben, l'enduro, ah, ça mange des 24 heures du Mans. Puis là, Ben après oui. ça, tu dis Monaco, tu dis, la F1 dit, ah, ben, nous autres, on n'a pas besoin de notre manche, la Mhm. triple couronne, on va s'enlever de là. C'est quand même important. Ça serait très Ça serait très Liberty Media de faire ça. Je te l'explique en voulant dire, Mhm. oh, nous autres, on sent. Mais je pense pas que c'est la vision de Liberty Media, mais je veux dire, on les rendrait coupables de ça, de dire, oh, on se fout de l'histoire de la Formule 1, on pense juste à l'argent, on va dans des Mhm. endroits comme Vegas, Miami qui n'ont pas rapport, puis après ça, on enlève Monaco. Autant qu'il y a des gens qui seraient contents de le voir disparaître, ça serait quand même un scénario plausible de dire qu'il y a beaucoup de gens qui viendraient s'insurger puis qui viendraient, tu sais, pointer du doigt Liberty Media, de dire vous avez pas de respect pour le sport, vous pouvez pas enlever, ça fait partie du temple de la Formule 1, puis tout Ouais. ça, on peut pas enlever ça. Fait que c'est pour ça que ça reste là. Je suis pas surpris. Les négociations ont peut-être été plus longues parce que c'est compliqué Monaco, hein. Il y a le groupe, Et, l'association du groupe automobile de Monte-Carlo, toutes ces choses-là ouais. qui avaient un certain contrôle pour les commandites, même la redistribution à la télévision, les Ouais. images qu'on voyait. On a corrigé ça avec le temps. Liberty Media les a un peu mis au pas, Monaco, parce que de leur côté, on pensait dire, ah, on n'a pas le choix de nous avoir. Puis Liberty, on a un peu joué la carte de dire, ben non, on peut aller ailleurs. Là, C'est vrai. on a ouvert Miami, Vegas, mais je pense pas qu'on a jamais vraiment eu l'intention du côté des nouveaux propriétaires de la Formule 1, du nouveau, là, ça fait quand même plusieurs années, mais quand même, Mhm. je pense qu'on n'a jamais eu cette intention-là de renier le passé complètement. On l'a vu avec Spa, là, déjà, ça, je trouve ça un peu dommage qu'on va Mhm. alterner un Grand Prix comme Spa, mais celui de Monaco, je pense que on a bluffé, mais on voulait le garder, là. On aurait pu, donc, on aurait pu aller s'asseoir à la table des hautes mises au casino de Monte-Carlo. On a très, très bien fait notre bluff du côté de Liberty Media. On a assuré non seulement d'avoir ce qu'on voulait, maintenant on a les droits sur les images qu'on redistribue à la télévision. Ça, c'est déjà plus intéressant. Puis les commandites, je pense qu'on a refait un peu la négociation parce que, comme à Montréal, là, c'est beau, les organisateurs ont le droit d'aller chercher des commanditaires, mais des commanditaires principaux qui appartiennent à la F1. Et ces endroits-là, ben, c'est nous autres, c'est la F1 qui prend cet argent-là. Et c'est ce qu'on n'avait pas du côté de Monaco qu'on a réussi à corriger. De l'autre côté aussi, un dossier qui attirait l'attention, les journalistes avaient hâte de parler avec Lance Stroll. Lance Stroll qui a eu je ne veux pas dire un beau week-end, un beau dimanche, on va dire. Mhm. C'est bien récupéré avec toutes les voitures de sécurité. Tout ça, ça l'a ouvert l'opportunité, a bien fait sa stratégie. Mais il y a une rumeur qui est sortie pendant le week-end à Zandvoort. Un journaliste brésilien qui dit, ah, à deux reprises, Lance Stroll a essayé de prendre sa retraite, mais c'est son père, Lawrence, qui l'a obligé à rester. Donc, on a posé la question à Lance parce que bien sûr, si t'es en F1 parce que t'es un peu pris en otage par ton père, ben c'est pas la meilleure des situations. Mais Lance a répondu, là, a rejeté tout ce qu'on s'attendait, là. A nié ça complètement en disant non, c'est jamais arrivé. Il a dit, ça c'est le bout que j'ai trouvé bizarre, mais on va dire que c'est peut-être une mauvaise traduction de l'anglais. Quoique, tu sais, Lance parle très bien anglais, mais il disait, Mhm. j'ai, j'avais pas cette intention-là, j'avais pas ce plan-là. Puis c'est peut-être moi là, qui gratte un peu, mais c'était bizarre. C'est comme si, ah, à ce moment-là, je pensais pas à ma retraite. Non, j'ai jamais demandé pour ma retraite, mais c'était bizarre. Moi, j'ai comme interprété ça de dire, il a pas dit,
j'ai jamais eu l'intention de prendre ma retraite ou j'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Il a dit à cette époque-là, c'est pas arrivé, qu'il Ouais. y a jamais eu. Comme si peut-être que cette année-là, ça pourrait arriver. Je veux pas, tu sais, je veux pas prendre une rumeur et en lancer un autre avec ça. C'est juste que je me demandais si toi, pour ton côté, tu avais interprété la réponse de la même façon ou tu avais accroché un peu sur cette réponse-là, qu'il a nié que c'est arrivé, mais il a pas nécessairement dit qu'il est là pour rester et qu'il veut rester en... Tu sais, il a pas rassuré son avenir en Formule 1. Il a plus assuré son passé. Ben, non, je l'ai pas interprété comme tel. En fait, Lance Stroll, c'est que j'ai de la misère souvent à croire ce qu'il dit, peu importe ce qu'il dit. Tu Mhm. sais, parce qu'on a l'impression qu'il nous cache certaines choses. Puis, tu sais, on le voit des fois qu'il est pas tant heureux. Donc, c'est normal de penser peut-être qu'il aimerait peut-être faire autre chose que ça et il est en train de vivre le rêve de son père. Mais je pense que moi, Lance Stroll, écoute, c'est son rêve d'être en Formule 1 depuis longtemps. Et au moment où on se parle aujourd'hui, là, Aston Martin, je crois, est l'écurie avec le plus bel avenir sur papier devant elle. Mhm. Tu sais, si on regarde les ingrédients qui sont mis en place, soufflerie, usine, Adrian Newey, Oui. les autres, euh, c'est le meilleur moment pour être un pilote Aston Martin, c'est aujourd'hui, développer cette écurie-là, parce que tous les ingrédients sont mis en place. Donc, c'est que Lance Stroll, il a la vie dure, hein? Il a le dos large, tu sais, cuillère d'or, non, Silver Spoon, on dit une cuillère d'argent, excuse. Oui. Donc, tu sais, c'est normal que ce gars-là soit la cible. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'affecte, mais peut-être a-t-il déjà songé à quitter quand il était démotivé, mais personnellement, là, je pense que c'est peut-être juste une façon de l'avoir traduit ou dit, là, mais Lance Stroll, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas l'intention, là. Moi, je lui donne encore un minimum de 2 ans à F1 là, pour voir si ça fonctionne comme il faut, là. Comprends ton appréhension quand tu dis on a peut-être misère à y faire confiance, c'est qu'il a toujours l'air sur ses gardes avec les médias, hein. On le Ouais. voit qu'il sait que dans son dos, que les médias britanniques sont assez durs avec lui. Mhm. Puis après ça, il y a tout dernièrement, même on a banni du côté de Aston Martin Sky Sports Germany, en lien probablement avec des commentaires des fois de Ralf Schumacher ou des choses comme ça. Tu sais, on fait un peu de ménage dans l'entourage d'Aston Martin pour protéger Lance aussi, parce que je pense pas que c'est Fernando qu'on voulait protéger, parce que Fernando, faudrait plus protéger les médias de Fernando C'est que clair. l'inverse, là. Il est capable de se défendre. Mais tu sais, on essaie de le protéger, de faire attention. Fait que je comprends ton interprétation de dire des fois, on n'a pas toujours l'impression d'avoir l'heure juste parce qu'il semble on le dit, pour avoir une bonne entrevue, il faut laisser la personne s'ouvrir à nous, puis créer une certaine confiance. Puis c'est ce Mhm. qu'il ne semble pas avoir lorsqu'il s'adresse aux médias. L'autre chose, tu avais dit un point, il y a, je me rappelle pas quand, mais ça m'a resté en tête quand même il y a quelques semaines de ça ou quelques mois, que si jamais Lance avait à quitter la Formule 1, le rêve de Lawrence Stroll va de payer Adrian Newey, c'est de donner au moins une saison à son fils dans une voiture d'Adrian Newey. Donc, on ne le voit pas nécessairement. Puis j'espère que Lance a le même rêve aussi de dire, hey, si jamais j'ai à quitter la Formule 1, où on doit justement à un moment donné aller pour un meilleur coéquipier ou une meilleure équipe ou une meilleure structure parce qu'on se dispute les championnats, je pense qu'on va vouloir quand même essayer une saison de voir soit pour Lawrence, voir son fils dans une voiture Aston Martin construite par Adrian Newey, mais aussi du côté de Lance, j'ose croire qu'il veut se donner cette chance-là de conduire probablement la meilleure voiture possiblement de sa carrière. On ne peut pas le dire d'avance, on n'est pas rendu là, Non. mais quand même, on peut prétendre que ça risque d'être une des très très bonnes voitures qu'il aura pilotées, pour au moins savoir c'est quoi ce sentiment-là d'avoir entre les mains là, une création des Newey. Donc ça reste à voir, mais pas de Mhm. retraite pour Lance. Donc je voulais quand même le dire aux gens pour que ça continue avec ces rumeurs-là. C'est pas le fun, autant pour les pilotes, autant pour nous aussi que pour les auditeurs de lire des choses qui sont pas vraies. Donc au moins là, ça s'est réglé de ce côté-là. Dossier peut-être à suivre, mais pour l'instant, il est clos. Un dossier qui est clos aussi, ben, du moins, on va clore. C'est des questions que j'ai reçues Mhm. durant quasiment toute la semaine. Des gens me demandaient comment ça, Charles Leclerc a un cellulaire. Il y en a même qui pensaient que c'était une explication au problème de Ferrari. Tu sais, c'est sûr que si les Il texte au pilotes. volant. Ouais, c'est Il ça, texte au volant. si les pilotes traînent leur iPhone ou leur téléphone Samsung Android dans une monoplace dans le cockpit, ben, c'est peut-être ça ajoute du poids. Mais c'est pas le cas parce que Charles Leclerc
après sa sortie de piste, accrochage avec Kimi Antonelli à Zandvoort, est resté dans le milieu là, du circuit, continue de regarder la course. C'est trop compliqué pour lui de se rendre au paddock. Peut-être qu'il voulait prendre un peu de temps aussi avant de parler avec les journalistes. Mais à un moment donné, on a eu cette image-là où il avait un téléphone cellulaire dans les mains. Donc, plusieurs personnes m'ont envoyé une photo. On dit comment c'est son téléphone, comment c'est son téléphone. Puis, franchement, c'est une bonne question. Comment c'est il avait son cellulaire? La réponse la plus logique, c'est que quelqu'un y en a donné un en sortant Mhm. un signaleur ou quelqu'un y a passé un téléphone. Puis finalement, ben, c'est ça la réponse logique. C'est un photographe qui était sur place, qui connaît bien Charles, a échangé avec Charles, puis Charles lui a demandé son téléphone ou quoi que ce soit, puis finalement, lui a donné. Donc, c'est pour ça. Réponse aux questions des auditeurs. Pourquoi Charles avait un téléphone cellulaire? Ben, c'est pour ça. Il se l'est fait passer par un photographe. Ensuite, on va parler de Ferrari. C'est le mois des huîtres. T'as C'est le mode. raison, là. T'as dit en huîtres. Fait que là, Ensuite, ouais, ensuite, je sais pas pourquoi. Ensuite, t'as faim, je pense. ensuite d'idées, c'est peut-être ça. Mais Mhm. je regarde, tu sais, on va parler de Ferrari parce que c'est Monza. Ouais. Puis on a eu beaucoup, beaucoup d'actualités dans la dernière semaine aussi, que ce soit bien sûr du côté d'Hamilton, le téléphone cellulaire de Charles, les Mhm. tifosi qui sont allés à l'usine lundi matin pour encourager déjà vraiment aller donner du renfort et de l'encouragement à toute l'écurie pour dire qu'on vous êtes à Monza puis on attend quelque chose de bon de vous. Eh bien, on a fait on a appelé du renfort aussi. On va avoir un nouveau directeur pour à la tête de l'aérodynamisme, du département aérodynamique de la Scuderia. Donc, c'est Frank Sanchez qui s'en va là. Frank Sanchez qui, depuis plusieurs années, était chez Sauber, mais a surtout passé beaucoup de temps chez Toro Rosso de 2012 à 2021. Donc, il est quand même familier avec l'Italie, que ce soit du côté de Sauber. Oui, on est en Suisse, mais on a un moteur Ferrari. Du côté de Toro Rosso, ben, on est établi en Italie. Après ça, on a passé beaucoup de temps chez Toyota. Et là, lorsqu'on commence à voir que tu as commencé chez Prost Grand Prix, ben là, on se dit, ben là, ça fait longtemps que tu es dans le métier, là. Parce que Prost GP, ça ramène des souvenirs, pas juste à François, mais à certains de nos auditeurs, je suis certain. Oh oui. Même moi, je me rappelle de cette écurie-là. Donc, on voit que c'est un gars qui a d'expérience. On l'apporte là pour aider un domaine qui ne fonctionne pas super bien, le domaine de l'aéro chez la Scuderia. Donc, on va travailler un peu ça. Donc, il peut être là dès le mois de septembre. Donc, il n'avait pas besoin de prendre une longue période avant de s'emmener avec l'écurie italienne. D'un autre côté, ben ça, c'est un dossier qui est peut-être un peu plus triste. Je sais pas si ça peut faire mal, mais c'est sûr que lorsqu'on perd un gars d'expérience, comme ça va rappeler des souvenirs à toi, François, mais à plusieurs de nos auditeurs, À Simon Bachan. à Simon Bachat, salut, je pensais justement. Ouais. Jack Clear, qui était Mm. l'ingénieur de Jacques Villeneuve, ingénieur de course. Mais Jack Mhm. Clear, qui est chez Ferrari depuis 2015, qui est là, 61 ans. Jack Clear, ça n'a pas été confirmé, mais il y a plusieurs rumeurs qui poussent dans le sens qu'il serait à la fin, peut-être pas à la fin de sa carrière, mais à la fin de son passage chez Ferrari, il aurait remis sa démission. Il est présentement chef des performances, mais il dirige aussi le Ferrari Drivers Academy. Il est aussi le coach à Charles Leclerc. Il sera remplacé dans ce poste-là, le poste de développement des pilotes, par Marc Genet. On sort des gros noms aujourd'hui, là. Ouais, incroyable. On est dans la nostalgie. Et puis, pour les gens qui ne le connaissent pas, Jack Clear, bien sûr, on le disait, ingénieur de piste avec Jacques Villeneuve, mais aussi été chez Benetton, Williams, Honda, Brown GP et Mercedes. Toi, on parlait un petit peu là, avant de commencer à enregistrer. Tu me disais, est-ce que ça peut être la retraite à 61 ans? Moi, j'ai une autre vision pour ça. Je pense que Mhm. ton idée de la retraite est pas mauvaise. Ça peut arriver. Mais je me dis, James Valls dirige une écurie présentement, là. Mhm. Tu sais, on s'est connus du côté de Valls et de Jack Clear. On se connaissait du côté de Williams, du côté de Honda plutôt, du côté de Mhm. Brown GP, du côté de Mercedes. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. Maintenant, Valls est en charge de l'écurie. Williams pourrait décider de ramener un gars d'expérience comme Jack Clear, non seulement pour le programme de développement, mais aussi plein d'autres tâches qui peuvent être utiles avec l'expérience qu'il a. Et puis du côté de Clear, ben, à 61 ans, tu parlais de la retraite, c'est peut-être pas loin de là aussi, peut-être tanné d'être en Italie ou d'avoir à faire ces déplacements-là vers l'Italie. Mhm. En retournant ou en allant chez Williams, ben, pourrait se replacer en Angleterre, toutes ces Oh oui. choses-là. Donc, moi, c'est ce que je pense. Vas-y de ton côté, toi, si tu trouves que ça tient la route, il y a plein d'autres possibilités. Là, à peu près toutes les écuries voudraient avoir un gars d'expérience comme lui, mais pour quitter un rôle chez Ferrari, c'est soit, comme tu dis, soit il est tanné, il veut faire autre chose, ou peut-être une opportunité aussi d'aller de rejoindre un bon ami, James Valls, du côté de Williams. Ben, sans qu'on ait développé là-dessus tous les arguments
t'as nommé ont beaucoup de poids. Hein. C'est sûr que quand tu es pour Ferrari, tu dois vivre en Italie. C'est À, ça. à moins de t'appeler John Barnard, là, mais bon. Sauf que tout ça pour dire que oui, écoute, moi je pense, me dis 61, peut-être retraite, ce gars-là doit en avoir de collé de l'argent là, Mhm. depuis le temps. Mais oui, s'il est confortable avec James Valls, peut-être aller participer à redonner les lettres de noblesse à l'écurie avec laquelle il a remporté le championnat avec Jacques Villeneuve en 97. Donc, ça peut être des petits motivants là, pour retourner. Sinon, ben, comme je te dis, retraite à 61 ans, c'est pas un âge déraisonnable. Donc, seul le temps nous le dira. Mais tu sais, en même temps, il a fait son temps là, chez Ferrari, une dizaine d'années comme ça. Donc, Jock Clear, quelqu'un de très performant. Un nom quand même assez reconnu là, dans le domaine de la F1. Je lui souhaite beaucoup de succès, peu importe ce qu'il va faire, mais je serais très on va dire, enthousiaste à l'idée de le voir arriver chez Williams et de les voir performer à nouveau. Surtout que James Valls, depuis le début de de l'année, là, a commencé à recoller des morceaux de l'histoire de Williams, notamment Ouais, en ramenant Jacques comme ben ambassadeur, oui. Jenson Button, ces choses-là. Donc, c'est un gars qui est très conscientisé de l'historique, de l'histoire de Williams. Donc, pour moi, aller chercher un gars comme Jack Clear, ça fait du sens si c'est ça le résultat derrière tout ça. On parle de nostalgie depuis tantôt, on est là-dedans. Bien, les gens qui vont regarder la Ferrari au cours du week-end vont en avoir de la Mhm. nostalgie. On rend hommage à la 312T. 312T, à l'époque, là, on changeait pas les modèles nécessairement à toutes les années, qui a été le modèle qui a eu le plus de succès pour Ferrari, bien sûr. Il a été là pendant 5 ans, 1975 à 1980, avec des évolutions, certes, mais à la base, la 312T, 19 pôles, 27 victoires, 61 podiums, trois titres, notamment celui de Quand même, hein. 75, ouais, 75, 77, Niki Lauda et 79, Jody Scheckter. Mais plus près de chez nous, on peut pas passer à côté 1978, la victoire de Gilles Villeneuve. Ton père m'en voudrait de pas en parler et mon C'est père m'en sûr. voudrait aussi de ne pas mentionner 1978. Donc, circuit Gilles Villeneuve, bien sûr, la voiture de Gilles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on rajoute beaucoup de blanc à l'arrière de la voiture. Il en a déjà plus sur l'édition de Ferrari cette année, Mhm. mais on en a rajouté, vous allez en voir beaucoup plus, même sur les côtés. On écrit aussi en lettres attachées là, le nom, parce qu'on écrit Leclerc et Hamilton en lettres attachées. C'est vraiment un peu là, comme les éditions de Niki Lauda. Donc, ça rappelle des souvenirs. Moi, je l'ai trouvé, je la trouve belle quand même. C'est pas comme l'ancienne, c'est pas identique, il y a beaucoup de blanc, mais je la trouve quasiment plus belle que le modèle original qu'on a cette année. Je sais pas pour toi, là, si tu as trouvé que c'était bien réussi comme clin d'œil là, à l'histoire. Ben oui, moi j'aime toujours ces petits clins d'œil-là. Là. En fait, la seule affaire que j'aime moins, c'est le gros logo HP. Là. Oui, Mais ouais. en dehors de ça, oui, non, non, j'aime bien là, ce qu'ils ont fait. Je suis toujours un grand fan là, des livrets thématiques là, historiques. Il y a plusieurs millions rattachés à ce logo-là. C'est J'imagine. ça. On lui fait une place pour les bonnes intentions de la cagnotte que ça rapporte. En terminant, du côté de Red Bull, eh bien, c'est un mot important pour Ouais. Adjar et Tsunoda. Dr. Helmut Marko, si vous l'avez lu sur notre page du F1 Podcast, que je vous invite à nous suivre d'ailleurs, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ou même LinkedIn, hein, pour le réseau professionnel. On est là aussi, les gens qui ont ça comme réseau. Eh bien, c'est ça. On dit que c'est on est jusqu'au mois d'octobre du côté du docteur Marco pour prendre notre décision du coéquipier de Max Verstappen l'an prochain. Donc, un mois décisif autant pour Adjar que pour Tsunoda. J'ai l'impression que c'est plus Adjar qui a le sort de tout le monde entre ses mains. S'il continue Mhm. de bien faire comme il a fait la semaine dernière, donc il pourrait se voir donner cette promotion-là du côté de Red Bull. Ça reste à voir. Rumeur aussi comme quoi Max ferait des essais dans une Racing Bulls. Déjà qu'on Bon. se rend juste à parler de ça n'a pas de bon sens quand on pense à ça, mais il a écarté ça. Là. Puis d'un côté, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, François, mais je trouve que peut-être qu'on pourrait en parler dans le entre-deux courses, mais Mhm. j'ai l'impression que ça aurait crié, là. Parce que si tu prends un pilote de Red Bull, tu t'en vas le laisser dans une Racing Bulls pour prendre des informations de comment leur voiture est construite, pour essayer d'en construire. Ça commence à être du partage d'informations. Je comprends que s'il arrivait quelque chose, un blessé ou quoi que ce soit, puis qu'on prenait un pilote Red Bull ou un vice-versa pour l'envoyer dans une Racing Bulls, ben là, à ce moment-là, on pourrait dire, mais juste aller essayer une voiture pour faire des tests pour apprendre en tout cas, je trouve que j'ai l'impression que quelqu'un aurait chialé là-dessus. Mais du côté de Verstappen, il a démenti qu'il n'a aucune intention d'aller s'asseoir dans une Racing Bulls dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et des nouvelles des anciens de l'écurie Red Bull, mais aussi des anciens de la Formule 1, c'est Daniel Ricciardo qui maintenant ressemble étrangement là, au détective Pimento dans Brooklyn Nine-Nine. Là. Fait que je sais pas si tu le connais, si tu es familier avec ce personnage-là, mais c'est épouvantable comment il ressemble. Mais du côté de,
il est pas en train de se décrocher un nouveau rôle là, dans une suite de la série Brooklyn Nine-Nine qui est terminée. Il ne jouera pas le détective Pimento. Il va devenir plutôt le porte-parole de Ford, donc Ford Motorsport, donc tout ce qui est rapport à la course automobile, que ce soit en F1, les rallyes, que ce soit toutes les séries où ce que Ford est là, ben, l'ambassadeur, ça va être Daniel Ricciardo. Je pense que c'est un bon choix de la part de Ford, puis c'est le fun pour lui qui reste là. Et du côté de Gunther Steiner, ex-directeur de l'écurie As, ben, il a acheté une écurie de MotoGP, l'écurie Red Bulls KTM Tech 3. Donc, il devient le propriétaire de cette écurie-là. Reste que quelques secondes, François. Es-tu content de voir Détective Pimento, Daniel Ricciardo devenir un ambassadeur de foi? Ben oui, en fait, j'aime juste le voir revenir un peu dans la scène parce qu'on n'entend pas parler beaucoup. Puis, Ford, grosse compagnie. J'aimerais juste voir Daniel Ricciardo peut-être conduire une Ford une fois de temps en temps, en NASCAR, en endurance, quelque chose comme ça. Mais oui, le détective Pimento, c'est vrai que ça ressemble pas mal. Ah, c'était écœurant. Oh, alors, ça n'a pas de sens. Donc, oui, juste content d'entendre parler de Daniel Ricciardo. Là, il nous manque à tous. Good. Ben, c'est ce qui conclut notre volet actualité. Maintenant, on peut passer à la journée de vendredi, les préparatifs du Grand Prix d'Italie qui débutait sur le circuit de Monza. Eh bien oui, pendant qu'on continue de comparer les photos de Daniel Ricciardo et le détective Pimento, François, toi aussi, Incroyable. continue de rire de ça. Eh Ouais. bien, je le disais aujourd'hui, que c'est tout un circuit, celui de Monza. C'est toute une épreuve. À chaque année, on attend ce Grand Prix-là. C'est toujours un classique de la Formule 1. Pourquoi c'est un classique? Bien, c'est là depuis le début. Oui, ce sera la 16e manche du championnat 2025, mais depuis 1950 qu'on va du côté de Monza. Seulement un Grand Prix d'Italie, celui de 1980, qui n'a pas eu lieu sur ce circuit-là. On l'avait transféré à Imola, mais tout le reste a eu lieu sur ce tracé-là qui a évolué avec l'histoire. Ouais. Maintenant, une longueur de 5,793 km, 11 virages, 7 à droite, 4 à gauche. On dit le temple de la vitesse, c'est pas pour rien, puisque 80% d'un tour se déroule à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 350 km à l'heure. Deux zones DRS seront à la disposition des pilotes et ils devront compléter 53 tours dimanche afin de remporter cette épreuve. Du côté de Pirelli, on a apporté les gommes C4, C3, C2, à moins que je me trompe. Non, c'est bien ça. Ah, tu es là, ouais. C4, C3, Ouais. C2 qu'on a apporté. C'est les mêmes que l'année dernière. On n'a pas fait de changement à cet égard-là. De ton côté, Monza, j'ai l'impression que je sais déjà la réponse. C'est qui n'aime pas Monza? Bonne question. Honnêtement, qui n'aime pas Monza? Ceux qui n'ont pas encore gagné dessus. Peut-être Kimi Antonelli. On va Oh demander. oui, et Ah, Seigneur, hein, ouais. oui, on se rappellera de cette fameuse sortie de piste. Puis À aujourd'hui, la, même ouais, chose. Hein, fait ouais. que, pas à la Ah, même c'est vrai. endroit, là, mais Pas au même endroit. Non, je pense que c'était euh, dans l'ESMO 1 oui, qui est Lesmo sorti. 2. Lesmo Ah, 2. l'ESMO 2, Ouais, je excuse-moi. pense. Ouais, c'est correct. Mais c'est ça, fait que oui, j'imagine que tu l'aimes, toi, Monza. Hein? Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Je sais pas. Je l'aime en tant que spectateur, je l'aime en tant que pilote. Toujours un circuit qui est intéressant à négocier, assez unique. J'étais un peu surpris qu'il y ait juste deux zones de DRS toutefois, parce qu'il y a quand même trois lignes, on va dire trois lignes droites marquantes. Mhm. En fait, ce qui est le fun avec Monza, c'est que c'est le Grand Prix de toutes les surprises, parce qu'on se rappellera qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont eu leur première victoire, ou des pilotes dans des écuries, on va dire, de milieu ou de fond de grille, qui ont réussi à arracher une victoire là, à Monza. On pense à la première victoire de Sébastien Vettel. Pierre Gasly a gagné là. Même Daniel Ricciardo, bon, c'était pas sa première victoire, mais dans une McLaren pas très performante, a réussi à gagner à Monza. Donc, c'est un circuit qui nous réserve toujours un peu de surprise. Le spectacle est bon, évidemment, c'est historique. Et pour ceux qui aiment l'histoire, justement, si vous êtes capable de mettre la main sur des vieux vidéos de Monza, alors à l'époque où on faisait le circuit, à la fois le circuit régulier et ensuite la grande boucle du circuit ovale avec l'inclinaison incroyable, là, je vous encourage là, à visiter un peu l'historique de ce circuit-là, là, parce que c'est incroyable de voir ce qui s'est passé là à travers les années. On l'a vu d'ailleurs dans le film F1. Hein? On est Oui, oui, allé, le film F1, ouais. j'ai Ben, mis attends, tu parles-tu le film F1 avec Brad Pitt? Ah oui, oui, ok, c'est bon, Oui. parce que moi, je pense au film Grand Prix, Ah le oui, mais vieux là. film de F1 Grand Prix, où Ouais. il court sur ce circuit-là, et tu sais, c'est un peu graphique, là, mais il y a des accidents,
c'est très dangereux. Mais oui, tu as raison, dans le film F1, ne fait-il pas son jogging, me semble, C'est sur ça, on a fait le... un petit clin d'œil à l'ancienne portion, qui est Ouais, toujours là d'ailleurs, elle est là dans le oui, bois. Si vous oui. voyez des fois les angles de caméra avec l'hélicoptère là, ou le drone ou quoi que ce soit, Mhm, une zone, une vue aérienne, ben, vous pouvez encore le voir là. C'est sûr que la nature a pris son cours à travers ce qui reste de ce côté-là, mais il est encore là, là, pas détruit tout à cette fait. portion-là. Là. Tu nommais les pilotes qui ont eu une première à Monza. On va beaucoup plus loin, là, mais bien sûr, 1960, il y a eu Phil Hill, j'y vais avec les plus connus, là, Jackie Oui, Stewart en 1965. Regazzoni aussi qui avait eu en 1970, mais plus récemment, on en parlait au début d'épisode, Juan Pablo Montoya en 2001, première victoire aussi. ouais, c'est vrai. Mais c'est moins champ gauche un peu que, tu Oui, sais, oui, oui, ces oui. victoires, la Vettel, Toro Rosso. Mais oui, Non, je je comprends te ce que laisse tu veux poursuivre dire. avec les grands pilotes. Ben, Montoya avait fait un record de vitesse, si je me trompe pas, aussi à Monza. Mais je comprends ce que tu veux dire. 2008, Vettel arrive, on est dans la petite sœur de Red Bull Mhm. remporte la course. Puis après ça, Pierre Gasly, ben, même situation, petite sœur de Red Bull à cette époque-là, c'était AlphaTauri à cette époque-là ou c'était encore Oui, Toro Rosso? je pense que c'était AlphaTauri, mais attends un peu. Est-ce Non, que, c'était si je me, Toro Rosso. Je me ça Ouais. se Ah peut, non, c'est AlphaTauri, AlphaTauri, t'as mais si je raison, me rappelle 2008. bien, l'écurie sœur a gagné une course avant l'écurie reine, si je me trompe pas, Oui, en tant que Red Bull, avec la victoire de Vettel. Red oui, Bull avait jamais gagné de course à oui, ce parce que moment-là. 2008 Vettel, puis la première victoire de Red Bull, la première C'était victoire de Vettel en aussi, deux. c'est ça. Mais le fait que OK, c'était bon. Vettel, le fait que c'était Vettel, ça règle tout le problème parce que Vettel avait gagné en 2008 chez Toro avant de s'en aller de l'autre côté. Donc oui, la petite sœur avait gagné avant la grande sœur. Incroyable, pareil, Oui. Non, non, c'est vraiment un quand drôle. tu y Puis penses. à la base, quand tu dis que 2008, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était Minardi, de voir une Minardi remporter Mhm. un Grand Prix Ah, en à Italie. Monza, non, Mhm. c'est assez incroyable quand tu repenses à ça dans l'histoire. Ben oui, tu as bien de le mentionner parce que c'est un endroit, tu le mentionnes souvent même quand on discute que c'est la genre de place où que si tu as à prédire quelqu'un de champ gauche qui peut Ouais, gagner, c'est l'endroit pour le faire, ça peut arriver. Même ouais. l'année dernière, les deux McLaren se disputent la victoire un peu au départ. On fait le dépassement de Oscar Piastri sur Norris qui vient surprendre son coéquipier. Finalement, c'est Charles Leclerc qui fait un seul aéropuits qui arrive à remporter l'épreuve. C'est pas nécessairement lui qu'on avait au début de dire ah c'est eux autres qui vont gagner, c'est Ferrari, c'est Charles Leclerc. Finalement, la course se déroule puis les opportunités se présentent. Finalement, on a un gagnant qu'on n'attendait pas nécessairement. C'est sûr que on va se le dire, là, c'est pas champ gauche comme un Gasly dans une AlphaTauri, là, mais quand même, Non, non. tout peut arriver à Monza, on le voit. Daniel Ricciardo, c'était un bon exemple aussi quand c'est lui qui avait remporté à bord d'une McLaren il y a quelques années de ça. Donc, c'est un circuit qui peut nous donner de grandes surprises. Mhm. Côté trajectoire technique, donc c'est le moment de la semaine où ce qu'on vous donne les améliorations qui ont été apportées par les différentes écuries. Vous ne serez pas surpris de savoir que la plupart des écuries ont apporté un autre aileron ou des autres ailerons, que ce soit avant ou Ouais. arrière. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, quand on parle d'aéro et d'appui, le Mhm. meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est Monza. Oh Vous oui. verrez pratiquement pas le commanditaire sur l'aileron arrière parce que l'aileron, on l'a pratiquement pas de besoin. On pourrait quasiment l'enlever sur ce circuit-là. On a besoin à quelques virages, mais on veut vraiment maximiser le temps qu'on passe dans la ligne droite. Donc, l'aileron est pratiquement à plat. Il n'y a pas d'inclinaison sur l'aileron arrière. Normalement, là, lorsque vous voyez une F1 s'en venir, vous allez voir le commanditaire, vous êtes pratiquement capable de face, de lire c'est quoi qu'ils ont sur l'aileron. Mais finalement, à Monza, vous le verrez pas. Là. C'est vraiment, vraiment plat. On veut pas avoir cet appui-là. On veut pas avoir cette friction-là, cette traînée-là dans les lignes droites qui est pas nécessaire dans la grande, grande ligne droite. Donc, c'est pour ça qu'on décide de mettre l'appui au minimum. Du côté de Red Bull, ben, on a apporté un nouveau plancher, un plancher pour optimiser justement le partage de l'appui aérodynamique sur la voiture au complet. Puis on a aussi changer notre aileron avant qui est propice au circuit de Monza. Pour le reste des écuries, ben, je ne vais pas me lancer dans les détails parce que c'est toute une question d'aileron puis une question de Mhm. spécification au circuit. Même chose pour McLaren. McLaren, toutefois, on a poussé un peu plus loin. On a modifié notre suspension arrière aussi parce que justement, le design aérodynamique est différent. Donc, à ce moment-là, on a modifié un peu notre suspension arrière pour Monza. Pour le reste, mais après ça, Ferrari, c'est des ailerons du côté de Sauber, du côté de toutes les écuries, ben, c'est des modifications vraiment spécifiques au circuit. Lorsqu'on arrive dans la journée de vendredi, les essais libres, ce qu'on a pu apercevoir aujourd'hui, on a pu apercevoir les sourires des différents tifosi lorsque les deux Ferrari ont fait les tours les plus rapides dans la première séance d'essais libres, celle qui est un peu moins représentative parce que c'est pas le même moment de la journée et tout ça. Sauf que j'ai trouvé que c'était de bonne guerre. Je pense que Ferrari,
on a mis les efforts, on a peut-être mis un peu moins de carburant à bord de la voiture, mais pour être sûr de partir du bon pied, on a faut un peu qu'on se fasse pardonner devant nos partisans, non seulement pour le début de saison, pour le début de saison de Lewis Hamilton, mais surtout pour les doubles abandons de Ouh, la semaine ouais. dernière. Même s'il y en a un qui était pas de notre faute là, du côté Mhm. de l'écurie, ben je dirais deux parce que pas de notre faute si Lewis a frappé le mur, puis c'est encore moins de notre faute si Kimi Antonelli a percuté l'arrière de la voiture de Charles Leclerc. Comment t'as vu ça, toi, quand t'as vu le résultat ce matin, les deux Ferrari plus rapides? Mhm. As-tu eu un petit sourire en coin, faire comme c'est de bonne guerre, ou tu penses qu'on est vraiment dans le coup au cours de la fin de semaine? Euh, Ben, dans le coup, je dis pas hors du coup, mais je crois pas qu'on a le portrait exhaustif là, de ce qui va se passer. Ça m'étonnerait pas, comme tu dis, qu'on aille peut-être rouler léger, parce qu'on s'entend que Lewis Hamilton a fait seulement 20 tours, Charles Leclerc 24. La majorité des autres en ont fait bon quelques-uns de plus. Donc, tu sais, des fois, ben, c'est sûr qu'un kilo ou deux peut faire une différence, là. Mais je suis content de voir que Ferrari a quand même roulé. Peut-être que les gars ont poussé un peu, histoire de donner un peu d'espoir à leurs partisans à la maison. Euh, et on ne sait jamais, hein, dire, Charles Leclerc a quand même, on est loin d'avoir le même circuit, là, on s'entend, mais Charles Leclerc a fait une pole en Hongrie, là, donc l'auto est pas largué non plus, là. C'est sûr que là, on change complètement de configuration là, d'aileron en tant que tel, mais si Ferrari a de la puissance dans le moteur et tu fais les bons réglages, ne donnerait pas d'en voir une peut-être là, s'amener en position de tête. Là, demain va être très révélateur. Moi aussi, je suis pas prête à les exclure complètement. Peut-être pas en qualification parce que même si McLaren ne semblait pas nécessairement être aussi puissant aujourd'hui, mais même à ça, on peut en cacher un petit peu du côté de Ben McLaren. oui, on Puis s'en on regarde. faisait on travaillait là, du côté de l'écurie Orange Papaye parce on avait apporté un aileron à faible appui là, dans le concept, tout ça. Finalement, on a Mhm. décidé de le changer. On a décidé de peut-être opter pour un peu plus d'appui sur l'avant de la voiture. On faisait encore, on n'était pas nécessairement tout rodé là, déjà dans l'après-midi. Donc, on continue de faire des améliorations sur le McLaren. De serait-ce qu'on est quand même retourné à l'avant là, dans la deuxième séance de célèbre. C'est nous qui a été le plus rapide avec Lando Norris, avec un temps de 1:19,878. Euh, Ouais. Très, très près de Charles Leclerc, qui est encore Leclerc en est pas dessous. loin, là, ouais. Ouais, à 0,083. Donc, ils ont des chances. Une autre écurie qui a peut-être des chances au cours du week-end, pas pour une pole, mais de faire mieux que ce qu'on faisait. Euh, Williams ont fait bien, hein, sur les circuits rapides, là, normalement, là, on réussit à s'en sortir. On a des difficultés avec les virages lents, virages rapides. À Monza, on n'a pas vraiment de ça. On a surtout des lignes droites. Donc, on l'a vu, Sainz, tout au long de la journée de vendredi, était dans le coup à un peu moins d'un dixième là, du peloton de la pole. Je pense pas qu'on va le voir là nécessairement demain, mais quand même, ça augure bien du côté de Williams. Oui, ben Sainz, tu sais, il roule avec un moteur Mercedes, un moteur Mercedes quand même très performant. Donc, bel espoir de son côté, hein. Troisième dans la pratique numéro 2. Ben, troisième deux fois, hein. Donc, en Oui. gros, il n'est pas largué. C'est peut-être sa façon à lui aussi de revenir fort depuis et peut-être que ça l'a motivé, la pénalité, là, de rebondir un peu plus haut. Puis Carlos Sainz, c'est un circuit, Monza, c'est un circuit que Carlos Sainz affectionne particulièrement. Je pense aussi que les tifosi aiment Carlos Sainz, hein. Il n'est pas parti de son plein chef de Ferrari, donc il y a encore peut-être un peu d'amour là, et ça lui donne la motivation là, là-bas, Carlos. Donc je serais très heureux de le voir là, à l'avant-scène. D'ailleurs, il avait eu la pole en 2023. Fait que tu vas bien me dire que c'est un circuit Mhm. qui Oh non, il semble est très très bon bien. ce circuit-là, là. Ouais, il peut bien faire là-bas. Tout ça. Fait que ça reste à surveiller. Les Williams, ça augure bien pour le week-end. J'ai envie de placer notre prédiction déjà label est. Je la placerai pas Mhm. sur Aston Martin, hein, parce qu'Aston Martin, on le sait, les deux derniers Grands Prix, ça a été plus représentatif à cause qu'on était capable d'avoir de l'appui aérodynamique, beaucoup d'appui, donc la traînée faisait moins de trouble à notre voiture, à notre concept aérodynamique. Sauf que ça risque de ressembler un peu plus à la Belgique. Donc, j'y vais pas nécessairement avec des surprises à Aston Martin, mais je pense que notre prédiction labellet pourrait être du côté de Williams, d'avoir au moins une de ces deux voitures-là dans le top 10 lors des qualifications de samedi. Lorsqu'on continue de regarder le classement d'aujourd'hui dans les bons temps, ben, on a Piastri, lui, qui est là, quatrième. Piastri risquait. Bon, moi, je trouve pas qu'il était à risque d'une pénalité, mais a eu une rencontre avec les commissaires puisqu'on l'a envoyé trop rapidement. Il a sorti trop rapidement des garages, là. C'est arrivé en Mhm. qualification avec Stack Sauber en début de saison. On avait donné une pénalité sur la grille parce qu'on disait tu peux pas commencer à envoyer
avant qu'on mette les feux verts, commencer à les prendre position sur la grille, avant que Oui, je me rappelle de ça. c'est ça, parce que dans le fond, tu gagnes un positionnement en piste, puis tu as Ouais. triché parce que c'était pas vraiment le temps d'y aller. Là, Piastri, ben, c'est le même scénario, sauf que la grosse différence, c'est que c'est arrivé en pratique. Donc, l'avantage d'être le premier à la sortie des pluies est très différent dans la qualification. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné simplement une réprimande. Donc, pour les gens là, qui disent, ah, ben là, c'est deux boîtes de mesures. En pratique, on est toujours plus clément dans nos décisions qu'en qualification ou en course. Donc, on n'a pas donné de pénalité à Piastri. Mais c'est ce qui est arrivé. Il a quand même réussi à faire le quatrième temps. Il ne semblait pas nécessairement. Bon, je dirais pas qu'il était pas à l'aise, puis je dirais pas qu'il y avait des problèmes avec la voiture, mais je pense que c'est le problème de trouver les bons réglages d'aileron avant, mais quand même à un dixième, un peu plus, quasiment deux dixièmes de son coéquipier, c'est quand même relativement bien. Donc les McLaren sont dans le coup. Et là, ben, on retourne avec un autre Ferrari, cinquième avec Lewis Hamilton. Paraissait bien ce matin, paraissait bien en après-midi, sauf qu'on avait quand même des commentaires envers la voiture. Je pense que la voiture est un peu instable, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais on continue de travailler. Mais je dirais que à comparer de ce qu'on a eu là dans les derniers week-ends là, du côté de Lewis Hamilton, ça a été son meilleur vendredi là, de le voir là. Moi, je le considère en fin de semaine. Je pense que c'est le genre d'endroit où ce que Lewis veut briller. Il veut gagner à Monza. Ça fait partie du rêve. Je sais pas pour toi, là, mais si tu t'imagines en rouge, François, piloter pour Ferrari, déjà là, c'est un rêve en soi. Mhm. Gagner le Grand Prix du Canada, ben, c'est normal, on va être chauvin, c'est chez nous. Mais gagner en rouge en Italie, ah, c'est dur à battre. Ben, c'est drôle parce qu'ils lui ont posé la question à Lewis Hamilton. Hey, je pense que la question était formulée de cette façon-là. Est-ce que tu t'es capable de savoir un peu comment tu te sentirais d'aller sur le podium? Ben, je pense que c'est juste le podium, ils n'ont pas de gagné, là, mais d'aller sur le podium ici en tant que pilote Ferrari. Fait que là, Lewis a répondu comme de quoi que, ben écoutez, je suis déjà monté sur ce podium Oui. unique ici, sauf que en tant que pilote Ferrari, non. Alors, je voulais j'aimerais ça vous le dire, mais tant que ne le vis pas, je ne serai pas en mesure de vous dire comment je me sens parce que c'est impossible de prédire comment. Moi, personnellement, si j'étais pilote Ferrari, c'est sûr, je voudrais gagner à Monza. C'est le temple de la vitesse et de voir tous ces tifosi-là envahir la piste, aller vers ce podium-là qui est assez unique, hein, il est très, très, très spectaculaire, là, La la façon plateforme, qu'ils ont là. fait ça. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est l'endroit là, où on veut aller. Moi, je me rappelle la première fois que Charles Leclerc avait gagné là-bas Mhm. comme pilote Ferrari, c'était extraordinaire. Puis, donc, il y a de l'émotion là-dedans et c'est certain que ça peut peut-être, là, on va dire, booster Lewis Hamilton parce que je pense que ça lui ferait du bien là, d'avoir une bonne performance, du moins au-delà de ce qu'il fait en ce moment chez eux parmi les rouges. Je jetterai un petit coup d'œil là, sur le podium de Monza pour les gens qui l'ont jamais vu ou quoi que ce soit. C'est une plateforme là, qui est surélevée, mais qui est aussi avancée. Là. C'est pas comme qu'on voit d'habitude, c'est Ouais. au-dessus des garages. Mais là, ce qu'on le fait, c'est qu'on l'a avancé pour l'approcher des gradins. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on a les cérémonies du podium, on est pratiquement au-dessus de la foule qui a rejoint la piste là, après l'épreuve. Là. Donc, ça donne c'est la plus grande proximité podium partisan qu'on a. On a vraiment un bain de foule en dessous de Mhm. nous. On l'a vu avec Leclerc, justement, tu mentionnais les photos insaisissables, là. Non seulement de la première édition, mais l'année dernière aussi, lorsqu'il l'a remporté. C'est quelque chose, gagner Monza. C'est beau même pour nous. On ressent l'émotion lorsqu'on le regarde à la télévision aussi, là, de voir. Là, c'est vraiment, vraiment le fun de voir cette cérémonie-là. C'est une des meilleures de l'année là, quand on regarde pour les podiums. Du côté de Verstappen, sixième. On prend ça avec Mhm. un grain de sel, là, les tests du vendredi pour Red Bull. Maintenant, on le dit depuis le début de la saison, on a de la misère avec notre soufflerie, on a de la misère avec nos tests CFD, notre simulation. Donc, on prend vraiment l'information sur le circuit le vendredi, puis on travaille là-dessus pour développer. Reste à voir si on va être capable de faire quelque chose de bien. Ça a quand même été un des week-ends les plus difficiles de la saison. Hein. L'année passée, Monza, je me rappelle que Mhm. Verstappen avait pratiquement aucun rythme, terminé aux alentours de 6-7e, là, de quoi que c'est un des pires résultats de la saison. C'était vraiment pas nécessairement à cause qu'il était arrivé des situations de course, c'était vraiment que la performance de la voiture n'était pas au rendez-vous. Donc, c'était pas évident du côté de Verstappen. Reste à voir si on a corrigé un petit peu ça cette année. On disait les Williams sont en force. J'ai même dit qu'on devrait avoir une des deux dans le top 10. J'ai peut-être été un peu trop
peut-être un peu trop sécuritaire là, avec Ah, ma, ça ma fait 30 prédiction. secondes, t'as dit ça, là. Ouais. Ouais, mais là, je commence à revenir de dire, d'après moi, les deux pourraient être là. Tu sais, Albon était Ouais, quand ouais, même ouais. septième aujourd'hui, fait qu'on pourrait y aller pour les deux Williams dans le top 10. Huitième pour Hülkenberg aujourd'hui. On fait bien, hein? Moteur Ferrari du côté du Stack Sauber. On continue de développer cette voiture-là. Jonathan Whitley, directeur de l'écurie, qui met son emprise, qui met du sérieux. Non seulement on a réglé les problèmes d'Aropi, mais la logistique d'un week-end de course, on comprend qu'est-ce qu'on fait côté stratégique, côté réglementation, toutes ces choses-là. On voit vraiment tout un transfert. Je veux pas rien enlever à Mattia Binotto, qui est quand même derrière tout ça. C'est quand même lui qui a eu l'idée d'aller chercher un gars comme Jonathan Whitley. Mais on voit vraiment, vraiment, vraiment depuis le 1er avril, depuis qu'il a fait ses débuts, que c'est une écurie transformée. Et ça, c'est de bon augure pour Audi, là, qui arrivera l'année prochaine. On ramasse ça dans un bien meilleur état que ce qu'on avait là, il y a quelques mois à peine là, du côté de Stack. Là. Ça volait pas fort, on peut le dire, mais là maintenant, c'est Hmm. beaucoup mieux. Là. On va refaire notre jeu de mots. Là. On a eu vraiment un petit kick dans la dernière année là, qui fait qu'on se repositionne. Excellent Tsunoda, calembour. ouais, un qui a besoin d'un kick, c'est Tsunoda. Ah oui. On le dit, pression avec Adjar qui fait bien. Du côté de Red Bull, ben, on continue d'évaluer Tsunoda. Et j'ai écouté, je sais pas si t'as attrapé, entrevue Laurent Mekies qui parlait avec Ted Kravitz. Ted Kravitz essayait de lui tirer les verres du nez puis de savoir est-ce que Tsunoda va retourner chez Racing Bull si jamais vous le remerciez. Si vous le prenez pas pour l'année prochaine, est-ce qu'il a le droit de retourner en bas? Il retournera pas. On voyait Laurent Mekies était dans une drôle de situation face à cette réponse-là. Voulait pas Hmm. dire non, mais voulait pas confirmer non plus qu'il retournera en bas. Mais disons, là, c'est très, très simple à lire. Il y a pas d'option présentement. Il y a pas de plan de retourner de Tsunoda. Puis moi, je trouve que autant que c'est de valeur, tu veux pas perdre Yuki en F1, sauf que Dr. Helmut Marko, ça fait des années qu'il répète que l'écurie doit être une écurie de développement. La petite sœur de Red Bull doit Ouais, développer ouais. les pilotes. Si on a essayé Tsunoda puis on n'a aucune idée ou aucune intention de le ramener chez Red Bull. Pourquoi qu'on le garderait là? Puis là, certains me diront, ben, pourquoi tu gardes Lawson d'abord? Ben, Lawson a eu 2 grands prix. Ça n'a pas fonctionné, mais il est quand même Mhm. jeune. Donc, je pense qu'on n'a pas complètement lancé la serviette de le voir un jour retourner dans le Red Bull. Mais du côté de Tsunoda, avec plus de 100 grands prix d'expérience, si ça fonctionne pas cette année, on le réessayera pas. On n'aura pas une autre étape où ce qu'on va dire, ah, on ramène Tsunoda, il pourrait être notre solution au problème. Et si on décide que c'est terminé cette année, ben on va lancer la serviette dans son cas. Moi, c'est ma perception. Toi, vois-tu une univers ou une alternative où ce que Tsunoda pourrait retourner chez Racing Bulls dans le but de le ramener chez Red Bull un jour? Non, parce que je pense qu'on a fait le tour avec Tsunoda depuis le temps qu'il est là. En même temps, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, c'est Arvid Lindblad. C'est ça. Donc, non, non, c'est comme il l'a dit, là, il a été promu. Là, ce qui reste à savoir, c'est est-ce qu'on va se débarrasser de lui pour le vrai ou on va attendre encore avec les nouvelles réglementations? Parce que peut-être qu'on n'a pas vu encore tout ce qu'on avait à voir du côté de Tsunoda. Avec une nouvelle voiture, nouvelle réglementation, nouveau comportement de voiture. Ça sera plus pareil, là, cette fameuse voiture-là, extrêmement difficile à piloter, selon toute vraisemblance, là. Pour le deuxième pilote Red Bull, là, l'année prochaine, on remet tout ça à zéro, là. Fait que probablement que la voiture va être beaucoup plus clémente pour le deuxième pilote et peut-être, moi, je serais pas étonné, là, je dis pas que c'est ça qui va arriver, que on ne monte pas tout de suite à Jar, parce que ça semble aller aussi dans cette direction-là, et qu'on donne encore une autre année, ou ne serait-ce qu'une demi-saison, là, à Yuki Tsunoda pour se prouver dans cette nouvelle voiture-là et peut-être démontrer le talent qu'il nous a déjà montré par le passé chez Racing Bull. Parce que c'est sûr que si ça ne fonctionne pas chez Red Bull, Tsunoda va aller faire autre chose. IndyCar, endurance, peu importe, pilote affilié à Honda, je n'ai pas peur pour son avenir. Mais c'est un bon scénario que tu donnes là parce que la question est devenue là, est pas mal sur toutes les lèvres. C'est quelque chose qu'on a reçu beaucoup dans la boîte courriel, boîte Messenger du F1 Podcast aussi. Quand Adjar va aller chez Red Bull? Parce que pour moi, ce n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Puis ça, c'est intéressant, là, l'alternative que tu apportes de dire, ah, l'année prochaine, nouvelle voiture, nouvelle structure. Mhm. Laurent Mekies qui va vraiment avoir mis un peu plus son identité sur cette écurie-là. Est-ce qu'on serait pas tenté de retenter l'expérience Yuki Tsunoda? En même temps, ben, il faut voir tout ce que ça va venir causer, là, parce que c'est sûr, si tu gardes Tsunoda, ben, tu gardes Ajal, tu gardes Lawson, tu donnes pas de promotion à Lindblad, qui est quand même plus jeune. Mais ça Mhm. va être quelque chose d'intéressant on va discuter beaucoup au cours des prochaines semaines. Vous avez été nombreux, du côté des auditeurs à vous poser la question aussi. Peut-être pour le entre deux courses, on pourrait ramener ce sujet-là, parce que j'aime
J'aime ce que tu apportes aussi, là, de dire est-ce que Tsunoda mérite pas sa chance dans une voiture qui est peut-être plus stable, peut-être plus à Mhm. l'ADN qu'il a. C'était pas c'était pas la vision que je partage, mais en même temps, je comprends. Je comprends que c'est quelque chose qu'il faut envisager de dire, ah, peut-être que la saison prochaine, on pourrait réessayer là. Puis tu fais pas de tort pendant ce temps-là parce que tu continues de développer Agile, tu continues de développer Ouais. Il Dawson. n'y a pas, il y a pas de presse, là. Non, il n'y a pas de problème. Lindblad, c'est parce que si Lindblad, exemple, gagnait F2, là, on aurait un problème parce qu'il ne pourrait pas y retourner. Là, Lindblad est septième là, Ouais, dans les points. Donc, puis il est jeune, il vient d'avoir 18 ans. Donc, c'est ça. pourquoi pas prendre un autre? Regarde, on a le luxe de faire ça en ce moment. Souvent, Red Bull, là, on se retrouvait dans le trouble. Ah, quel pilote on va mettre? Ah, t'es obligé d'aller chercher ailleurs, t'es obligé de monter quelqu'un trop vite. Là, on a une belle situation avec Red Bull, des pilotes quand même rapides, stables, une nouvelle voiture qui s'en vient. Moi, je garderais ça comme ça. Voir si Yuki Tsunoda a quelque chose encore en dessous de la cravate. Adjar, continuer sur cette belle lancée-là, voir si Lawson, justement, là, il est aussi sur une belle lancée, Lawson, là, récemment. Donc, voir un peu ce qui se passe et continuer à développer Lindblad, peut-être remporter un championnat d'F2 pour Arvid Lindblad aussi, et l'avoir en réserve si jamais il y a quelque chose qui ne va pas du côté de l'un ou l'autre des pilotes Red Bull, et j'exclus Verstappen. Donc, oui, belle situation de la part de Red Bull, puis peut-être là, de donner sa chance encore une fois là, à Tsunoda avant de faire quelque chose de trop précipité, comme on l'a déjà vu dans le passé. Oui, exactement. Si on peut avoir un peu de congestion dans notre bassin de relève, ça ne fera pas de Mhm. tort à Red Bull. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Du côté de George Russell, terminé 10e aujourd'hui dans les essais, c'était pas parfait pour Mercedes. On sait que les flèches d'argent, ça répond bien quand il fait un peu plus froid. C'était pas le cas Mhm. nécessairement aujourd'hui. Reste à voir. Je pense pas qu'il faut les compter pour battus. Un gars comme George va trouver les bons réglages, va réussir Ouais. à revenir d'ici la fin de semaine. Mais c'est quand même pas le meilleur des départs, là, justement, de voir George derrière Yuki Tsunoda. C'est pas quelque chose que je m'attendais ce matin, là. J'avais pas ça sur ma carte de bingo, de dire Tsunoda va être plus rapide que George. On voit pas ça souvent, là. Même que ce soit un vendredi, là, on paniquera pas. Ouais, Mais non, c'est ça. depuis le début de l'année, on n'a pas vu ça souvent. Donc, ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Demain, on va garder un œil, bien sûr, sur les Mercedes. Un qui pourrait se voir, Hadjar 11e, pas très loin de Tsunoda non plus. Et dans le coup, peut-être pas autant dans le coup que sur d'autres circuits. Depuis le début de la saison, les circuits à ligne droite, très rapides, ça n'a pas été nécessairement la tasse de thé des Racing Bulls. Ça reste à voir si on n'a pas quelque chose pour régler ce problème-là. Mais on a deux pilotes en pleine confiance en Hadjar et Lawson présentement. Donc, ça reste de voir qu'est-ce qu'on est capable de Mhm. faire. Hadjar arrive vraiment avec toute une... tu sais, il a la tête Il y a le encore vent des dans les nuages. voiles, Il a là. le vent des voiles, il a eu son podium, il y a eu des choses qu'on l'a vu, le gros sourire. Reste à voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Du côté de Bortoleto, 12e, j'ai l'impression qu'il va prendre une pénalité de 5 places, lui, d'ici dans les prochaines heures. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation Mhm. encore. Mais non-respect d'un drapeau jaune, c'est une drôle de situation. On a fait un dépassement pendant que Kimi Antonelli, on a glissé un mot tantôt, avait perdu le contrôle de sa voiture. Là, il y avait un drapeau jaune. Quelqu'un qui roulait plus lentement a décidé de faire de compléter son dépassement. C'est pas la meilleure décision qu'il a prise de sa carrière. Lorsqu'il y a un jaune, normalement sur un rouge, on a déjà puni Berman depuis le début de la saison. Même si c'est Mhm. en pratique, ça change rien, là. Ça, c'est des codes de sécurité pour Ouais. protéger les signaleurs comme notre bon ami Pascal Ah Loyer du Mans. oui. Donc, ces drapeaux-là sont là pour une raison, puis normalement, on n'entend pas à rire avec ça, même quand on essaie de plaider notre cause. C'est très, très rare qu'on va s'en sortir. Donc, soyez pas surpris là, de voir peut-être Gabriel Bortoleto avec une pénalité de 5 places. D'ailleurs, Lewis Hamilton a déjà une pénalité de 5 places pour le week-end. Donc, on n'aura pas nécessairement la pole position. Pourra pas, même si Ah, s'il c'est réussit à correct. faire, s'il réussit à faire la pole, il va avoir 5 places automatiquement, puisque il n'a pas respecté un drapeau jaune avant le début de l'épreuve. Aux Pays-Bas, j'ai vu du monde s'insurger là-dessus, trouver ça plate, pis ces choses-là, mais en même temps, c'est Lewis Hamilton. Ça fait 200 ans que tu es en Formule 1. Ça fait 300 ans, ça fait 300 ans que tu fais de la course automobile. À un moment donné, tu commences à savoir c'est quoi un drapeau jaune, un rouge. Tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Tu t'es fait prendre la main dans le sac, t'as une pénalité, il faut que tu payes, puis c'est comme ça. C'est comme quand on manque une lumière jaune ou une lumière rouge, il y a un policier qui vient nous arrêter. C'est pas le fun, mais c'est ça. C'est le code de la route qui est vieux comme le temps, qui est vieux comme la terre, c'est comme ça, là. Ça prend. C'est rouge, c'est arrête, puis jaune, c'est ralenti. Et il a pas respecté ça. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est 5 places de pénalité. La seule chose là, que j'aurais pu contester dans cette décision-là, puis j'en parle parce que, comme je dis, ça a attiré beaucoup l'attention, c'est que Ferrari aurait peut-être dû mettre une pression
auprès des commissaires pour dire prenez votre décision tout de suite. Parce que ça s'est passé avant la course à Zandvoort. Puis là, on a décidé de dire, ah, on va enquêter là-dessus juste après la course, comme si on n'a pas le temps de s'occuper de ça parce que la Hmm. course va commencer. Sauf que moi, avoir été ferry, j'aurais probablement mis une pression pour dire, moi, je vais arriver à Monza, puis je veux pas perdre mon pilote vedette, le faire reculer de 5 places. Je veux que ça se règle tout de suite. Mais il y a aussi une autre décision envers ça que ça cache peut-être. C'est peut-être que du côté de Ferrari, on avait l'impression qu'on avait plus de chance à Zandvoort qu'on a peut-être à Monza. Je sais pas comment tu as vu ça, toi, de ton côté. Hmm. La pénalité, pour moi, c'est sans équivoque, mais le fait qu'on a attendu après la course pour prendre la décision, ben là, c'est là qu'on se ramasse, qu'on traîne une pénalité dans la semaine d'après, puisque les commissaires n'ont pas géré le dossier assez rapidement. Ouais, ben non, je trouve pas ça cool qu'on laisse traîner ça. L'incertitude, c'est jamais bon. Puis en même temps, le désavantage sportif il est comme plus important rendu là. Donc, non, je suis pas tout à fait. Ben, je suis un peu chaudé de cela. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le seul côté qui me fâche. Les gens qui disent, ah, il aurait pas dû avoir de pénalité, pas dû. Non, ça, c'est. Tu Bah. sais, on regarde Oliver Burman 2 fois cette année, 10 places pour un drapeau rouge, là. Ouais, Et ouais, c'est ouais. Ben dur, là, celle-là à qu'on. Silverstone, ça, c'était grave, là. C'est ça. Mais ouais, rentre dans les puits à toute Hey, vitesse, frappe le mur. En tout ouais, cas, je vais pratiquer ma rentrée au puits full speed, là, la pleine vitesse. Là. Non, ça, c'était vraiment pas bon, là. Mais ça m'étonne de sa part. c'est ça, mais tu sais, on n'a pas fait comme, ah, ben, c'est en pratique, ah, ben là, c'est en non, on a donné une Ah non, pénalité. on y va C'est all-in, ouais. ça, c'est ça pour ça. Fait que c'est le seul côté, comme je dis, moi, s'il y a quelque chose à questionner, c'est le fait que ça a pris trop de temps. Puis est-ce que Ferrari a dormi un peu sa Switch, excusez-moi l'expression, mais de pas mettre la pression de dire non, non, mais elle est là, où on était en connaissance de cause, disant non, non, on aime mieux pas avoir une pénalité à Sandvort, sans tirer pour aujourd'hui, puis reporter ça demain. Sauf que là, on doit faire face à la réalité, puis là, peu Mhm. importe ce que Lewis va faire en qualification, ben, il devra purger cette pénalité-là et reculer de 5 places sur la grille. Quand on continue de regarder le classement d'aujourd'hui, oui, j'ai arrêté un petit peu pour parler de la pénalité, là, pour Sans remettre ça à souci. jour. Mais Bortoletto, bien sûr, on dit qu'on va le voir reculer demain si on va dans ce sens-là, mais on devrait. Lance Stroll, 13e, pas surpris, je m'attends pas à grand-chose des Aston Martin en fin de semaine. 14e pour Oliver Burman, 15e pour Alonso, 16e pour Ocon, 17e pour Lawson, un peu plus loin que supposé. Mhm. 18e pour Gasly, c'est pas évident lorsqu'on sait qu'un moteur Renault d'après leur dire, 15% moins de Mhm. puissance que n'importe qui, ou 15 chevaux de moins, en tout cas, interprétez-les comme vous voulez, mais c'est pas l'idéal. Ensuite, Antonelli, ben lui, c'est pas facile, là. Kimi Antonelli. Lui arrive 19e, parce qu'il a encore mis sa voiture dans un bac à gravier en Italie devant les siens. C'était pas la Parabolica comme il avait fait en essai la saison dernière, mais là, c'était dans le deuxième virage, Lasmo. le deuxième Lesmo qui est très traite. Hein. Je sais pas pour toi, le côté. Ah oui. Ouais, t'as toujours l'impression que t'emmènes assez de vitesse puis que tu vas être capable de pas déborder le vibreur, mais finalement après ça tu te ramasses que là finalement tu mets 2 roues dans le bac à gravier puis là finalement tu perds le contrôle. C'est ce qui est arrivé à Antonelli. Finalement a fait un espèce de 360, a voulu repartir puis finalement a coincé sa voiture dans le bac à gravier là, le pitché, l'interprète, Ouais. le terme anglais là, Plagifié, faut Ouais, ben dire. c'est ça que j'en allais dire. Le plagifié. C'est pas Mhm. le plus beau terme, mais en tout cas. Il Ah, l'a, il l'a stationné dans le sable, t'es pas capable de repartir un peu comme Lance Stroll avait fait au Brésil ah, ouais. l'année dernière. En tout cas, c'est ça. C'est pas l'idéal pour Antonelli, hein, qui traverse des moments difficiles en F1 dans sa jeune carrière. Ouais, ben là, c'est ça. Antonelli, c'est pas un beau portrait. Chez lui, encore en Italie, hein, on aimerait ça voir ce jeune pilote-là italien performer. Euh, comment dire, Antonelli n'est pas sur une belle lancée, là. La saison avait très bien débuté. On parlait de lui quasiment comme s'il allait gagner le recrue de l'année, comme si c'était déjà fait parce que oui, il allait être dans une bonne voiture et c'est un jeune prodige. Là, en ce moment, avec ce qui s'est passé aussi la semaine dernière, il commence à baisser un peu là-dedans et Isaac Hadjar a pris une sérieuse option sur ce titre-là. Donc, Antonelli, il lui reste 9 courses là, pour rebondir. Puis, on parle souvent de jeunesse, tout ça, mais Toto Wolff a été, je crois, là, rassurant en disant, écoutez, là, on comprend que on l'a mis là jeune, mais tu sais, on a confiance en lui, on sait que ça va bien aller. Donc, c'est surtout aussi peut-être pour redonner la confiance à Antonelli, hein. On veut pas faire je vais mettre des guillemets, on veut pas faire un Flavio Briatore en ce moment et parler de notre pilote de façon extrêmement négative. On veut bâtir la confiance d'Antonelli, mais là, il va falloir qu'il fasse mieux un peu, là.
Mais surtout en Italie, devant les Ah ben siens. oui, là, c'est C'est là ça, que là. Ça n'a c'est pas ça. été bien aussi à Imola, là. Non. Hein, fait que c'est sa chance de se reprendre en ce moment, là. Moi, c'est ce qui. Là, on va dire que c'est en pratique. Fait que, tu sais, bon, on va le dire, Ben c'est en ouais. pratique, mais on va le prendre en considération. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est l'aspect pression. Parce que quand tu arrives chez toi, il y a une pression qui est rattachée à ça. Ça veut dire que Mhm. tu réponds pas nécessairement bien à ça. Ça veut pas dire que tu seras jamais champion du monde parce que Jacques Villeneuve a pas connu des grosses courses à Montréal en Formule 1. Non, Puis il a quand même été capable d'avoir du succès dans sa carrière. tout Sauf à fait. que du côté d'Antonelli, il va falloir qu'il mette ça de côté un peu. Je pense qu'il y a des amis, la famille, tout le monde l'attend. Tout le temps. Il sent un peu cette pression-là, puis là, commet une erreur. C'est une erreur à un endroit là, que tu sais, là, tu joues au jeu, puis moi aussi, Ouais. la simulation, c'est pas le premier à faire une erreur. Là. C'est pas le premier. Non, c'est Sauf que difficile comme endroit, là. c'est ça. Sauf que de pas ressortir du bac à gravier, ça, je trouve, que c'est le manque d'expérience, c'est la jeunesse, d'avoir été se coincer dans le bac, parce qu'on en a vu souvent des pilotes perdre le contrôle là, mais être capable de revenir en piste puis de compléter là, c'est que tu perds ta voiture pour tout le reste des séances d'essai libre quand tu as grandement besoin, non seulement parce que Mercedes se cherche un peu dans la performance de la voiture, mais toi aussi parce que tu es un jeune pilote qui a besoin de cette expérience-là derrière la cravate, parce que demain, ça va arriver vite, il te reste une séance d'essai libre, puis après ça, c'est déjà les qualifications. Donc à ce moment-là, c'était pas l'idéal. Fait que je peux pas lui reprocher d'avoir perdu le contrôle là, mais lui reprocher de pas l'avoir ressorti, un peu comme quand j'avais été sévère avec Sergio Perez il y a quelques années, qui avait perdu le contrôle, qui avait été même frappé le mur. Je dis comme, Ben ouais. comment, non, séance, tu sais, fais pas ça, là. Mais Antonelli est plus jeune. Euh, Franco Colapinto, lui, 20e, on en parlait justement, là, sous l'emprise de Flavio Briatore. Ouch. Le jeune Franco Colapinto a fait 20e, c'est pas l'idéal. C'est là qu'il était arrivé en F1, hein, son premier Grand Prix, c'était à Monza, avait bien fait. Je m'attendais peut-être de le voir bien faire aujourd'hui. Et c'est sûr qu'il y a l'aspect alpine derrière tout ça, mais quand tu regardes là, Antonelli qui a eu un peu moins qui a eu quoi, 4 tentatives, Hum. puis il a quand même fait mieux que Colapinto, là. Je sais qu'il y a une Mercedes, mais quand même, là, 30 tours pour Colapinto qui n'a pas réussi à battre le meilleur temps de Kimi Antonelli. C'est pas évident du côté de Alpine. De ton côté, François, prédiction pour le week-end, tu vois quoi? Pas pour Ah, le week-end ensemble, on va y aller par la pole parce que c'est plus simple parce que de se prononcer déjà là, pour dimanche. Là. ben, je vais y aller avec Lando Norris qui va avoir le couteau entre les dents Mhm. après on va dire on va dire son manque de fortune là, de la semaine dernière. C'est vraiment déplorable ce qui est arrivé, mais que si tu veux, c'était pas de sa faute. Donc là, il n'a rien à perdre. Là. Il all-in pour ce qui est de Lando Norris. Fait que je vais dire que c'est lui qui va aller décrocher la pole, là. La pole qui est pas si importante que ça à Monza. Moins importante qu'à Monaco, Oui, pas mettons. mal, Mais pas mal. c'est ça, là. Non, Bien compris. c'est ça. Il y a quand même une bonne distance aussi, là. Ben, en tout cas, une semi-bonne distance. Il y a façon d'aller chercher la première position au freinage du premier virage, là. De toute façon, c'est toujours très, très hasardeux, là, comme première chicane, là. Oui, c'est pas évident. Puis quand on regarde 472 mètres avant le premier virage, c'est quand même, Mhm, on a de l'espace. Puis quand on prend le temps de regarder les dernières pole positions, quand je dis qu'ils ne sont pas si importantes toujours, c'est toujours l'objectif le samedi quand même. Mais les dernières poles, Lando Norris qui était en pole l'année dernière, c'est Charles Leclerc qui a gagné. Carlos Sainz qui était en pole l'année d'avant, c'est Verstappen qui avait gagné. mhm. Et après ça, Charles Leclerc avant Sainz, mais c'est Verstappen qui avait gagné. Et l'année que Verstappen avait eu la pole, ben, étrangement, c'est Daniel Ricciardo qui a remporté la course. Et avant ça, en 2020, Lewis Hamilton avait signé la pole, mais c'était Pierre Gasly qui avait passé franchi le fil d'arrivée avant Lewis Hamilton. Donc, c'est pas dans les 5 dernières éditions, la personne qui part en pole ne remporte pas l'épreuve. Est-ce que ça veut dire que personne va vouloir l'avoir samedi? Je peux vous assurer, je peux vous assurer que les 20 pilotes vont quand même vouloir être en pole. Mais la position numéro 3 sur la grille à Monza, je trouve qu'elle est pas mauvaise parce que tu as quand même beaucoup d'aspiration pendant les 400 quelques mètres. Puis après ça, Ouais. tu peux déjà te positionner dans la chicane si tu fais bien ça. Puis après ça, ben là, tu peux déjà commencer ton dépassement un peu plus loin. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est l'endroit où ce qu'un l'arrêt au puits coûte le plus cher, hein? 24, Ouais. 24,3 secondes. L'explication est très, très simple. Pendant que vous êtes obligé de respecter une limite de vitesse, ben pendant ce Zoom! temps-là, ouais, pendant ce temps-là, votre compétition file à 350 km à l'heure dans la grande ligne droite. Donc, votre petit 60 ou 80 km heure, la limite dans les puits, là, ça paraît pratiquement à ralenti, pour ne pas dire arrêté à comparer des autres. Donc, c'est pour ça que ça coûte très cher un arrêt au puits. Et à cause, on va blâmer Ferrari et Charles Leclerc, à cause Mm. de Leclerc l'année dernière qui a fait seulement un arrêt et a remporté l'épreuve,
je peux te garantir, mon cher François, que tous les écuries vont tenter de faire seulement un arrêt dimanche. Ça, c'est pas la meilleure nouvelle pour le spectacle. On va quand même avoir Mais un bon spectacle parce que c'est le fun Monza, mais le oui. fait que tout le monde va vouloir s'empresser à faire un arrêt au puits seulement puis à ménager les gommes, ben ça, c'est le petit côté plate parce que c'était la solution à la victoire l'année dernière, donc c'est sûr qu'on va s'en rappeler. Surtout du côté de McLaren, ça nous a coûté une victoire avec Piastri pour ça, là. Fait Oui, qu'on va ben vouloir, la petite bagarre, hein, on se rappelle, c'est c'est ça. cette petite bagarre-là qui a laissé la porte ouverte à Charles Leclerc et voilà. Puis moi, je pense qu'on va en avoir une bagarre, puis j'espère qu'on va en Ah avoir une, oui, parce que je espérons-le. le dis toujours, la dernière fois qu'on a vu Oscar et Lando vraiment essayer quelque chose en piste, c'était à Monza. On n'avait pas aimé ça du côté de McLaren, mais moi, je dis que c'est Oscar qui va avoir la pole demain. Euh, puis, puis Lando sera pas bien loin. Puis je pense que le premier tour, ben, on va s'essayer de faire quelque chose. Même si McLaren veut intervenir puis dire ah ben non, battez-vous pas, ça va ouvrir la porte à Ferrari. Ah ben là. J'ose croire qu'un des deux pilotes va sortir la feuille, là, le classement Ouais, ouais, constructeur, puis ouais. dire, gars, là, moi, je t'ai donné ton 300, que je sais pas, je sais même plus son rendu à combien. Je t'ai donné ton 300 points d'avance, sac-moi patience, moi, je dispute un championnat. En tout cas, moi, ça serait ma réponse si j'étais Oscar Piastri. Demain, ben, dimanche, ça reste à voir qu'est-ce qu'on va voir. François Goulet, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris ta dernière journée de C'est un vacances plaisir. pour discuter F1. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Et ben, on aura la chance. Entre deux courses s'en vient, on en a d'autres belles dates d'ici la fin de la saison, puis on a beaucoup de vendredis qui s'en viennent. Mais pour celui-ci, je te souhaite un excellent week-end de course en Italie, Grand Prix de Monza, et une excellente fin de semaine aussi dans l'ensemble. Pareil, ben merci beaucoup, puis salutations à tous les auditeurs. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 5 septembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course qui se déroulera du côté de Monza en Italie. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.